Ce chèque a l'air faux, mais faux à crever. Vous l'avez sûrement imprimé chez vous, comme tous les gens comme vous. » Les mots tranchèrent le silence feutré de l'après-midi, à la Banque nationale première comme du verre brisé. Brigitte Fournier ne daigna même pas lever les yeux en déchirant en deux le chèque de 3 847 €, une pension d'invalidité militaire. Les morceaux de papier tombèrent sur le comptoir en marbre comme des oiseaux blessés. Damien Dubois resta immobile. Ses mains burinées, marquées par les cicatrices de 3 missions en Afghanistan, restèrent fermement posées sur le rebord du comptoir. Derrière lui, une femme âgée d'origine asiatique eut un hoquet de surprise et chercha son téléphone dans son sac. L'agent de sécurité, Thierry, déplaça son poids d'un pied sur l'autre. D'autres clients tendirent le cou, curieux. Les mèches blondes de Brigitte captèrent la lumière fluorescente alors qu'elle croisait les bras, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. « J'aimerais parler à votre responsable, » dit doucement Damien. Sa voix portait ce genre de calme qui vient de ceux qui ont survécu à bien pire que cette humiliation publique. Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence avec une telle violence que quelqu'un a détruit vos moyens de subsistance juste devant vous? Ce qui allait suivre se déroula en exactement 47 minutes. Mais Brigitte n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Elle se sentait puissante, investie d'une autorité qu'elle pensait absolue dans son petit royaume de marbre et de verre. Elle avait vu des centaines de personnes comme lui, avec des vêtements usés et une expression fatiguée, et son esprit avait déjà catalogué, jugé et condamné. Pour elle, la procédure était claire. Refuser, affirmer son autorité et passer au client suivant, plus respectable, plus normal. Elle ne voyait pas les médailles, les invisibles qu'il portait, ni la discipline de fer qui maintenait sa colère enchaînée. Elle ne voyait qu'un problème à éliminer, pas un homme à respecter. La vieille dame derrière lui, Madame Tran, sentait son cœur battre la chamade. Elle avait fui un pays en guerre il y a 40 ans. Elle avait vu l'injustice, la vraie, celle qui se termine par des balles et du sang. Ce qu'elle voyait ici n'était pas la guerre, mais c'était une graine de la même haine, plantée dans le sol fertile de l'indifférence bureaucratique. Son téléphone lui semblait soudain lourd, une arme potentielle qu'elle hésitait à utiliser. Elle se souvenait des histoires de ses petits-enfants, des vidéos qui devenaient virales, qui changeaient des vies, qui faisaient tomber des puissants. Peut-être que ce petit appareil pouvait être un bouclier pour cet homme silencieux et digne. Le silence dans la banque était devenu lourd, épais. Chaque tic-tac de l'eau, horloge murale semblait marteler l'inconfort général. Les autres clients, initialement agacés par le retard, devenaient les spectateurs involontaires d'une pièce de théâtre cruelle. Un homme en costume impeccable regarda sa montre de luxe, son impatience se muant en une curiosité malsaine. Une jeune mère, tenant son bébé, détourna les yeux, mais pas avant d'échanger un regard de sympathie furtif avec Damien. L'humiliation était un spectacle, et personne ne voulait en perdre une miette, même si cela les mettait mal à l'aise. Damien, lui, respirait lentement, une technique apprise dans le désert pour calmer son rythme cardiaque face au danger. Il analysait la situation comme un champ de bataille. Brigitte était l'ennemi en première ligne, agressive mais prévisible. Le responsable qui allait arriver serait l'officier. Les clients étaient le terrain, les civils. Ils devaient contrôler le récit, ne pas laisser leurs préjugés devenir la réalité de cette situation. Ils savaient que la colère serait une défaite. La patience et la stratégie étaient ses seules armes. Son chèque, son dû, gisait en morceaux, mais sa dignité, elle, était intacte, un roc contre lequel la bêtise de Brigitte venait de se briser. David Martin sortit de son bureau d'un pas conquérant, comme si l'agence lui appartenait. Sa cravate était desserrée, les manches de sa chemise retroussées, l'allure typique de l'homme qui résout les problèmes avec son autorité plutôt qu'avec sa tête. Il jeta un coup d'œil au chèque déchiré, puis à Damien, et son expression se durcit. « Monsieur, nous avons des protocoles pour les documents suspects. » La voix de David portait ce mélange particulier de condescendance et de fausse sollicitude que les cadres intermédiaires perfectionnent au fil des ans. Damien garda ses mains à plat sur le comptoir. « Je voudrais le numéro du siège et du ruban adhésif pour réparer mon chèque. » David eut un petit rire méprisant. Le siège ne va pas perdre son temps avec ce genre de situation. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Derrière Damien, Madame Tran, la femme âgée qui avait eu un hoquet de surprise, ouvrit discrètement Facebook Live sur son téléphone. Son doigt plana un instant sur le bouton de diffusion. « Vous devez voir cette discrimination qui se passe en ce moment même.
chuchota-t-elle à son écran avant d'appuyer. Brigitte tapotait ses ongles manucurés sur le comptoir, un rythme irritant. Tape, 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 comme si elle battait la mesure de l'humiliation de Damien. Son badge de superviseur accrocha la lumière. Employé du mois, mars 2024. « Écoutez, dit David en s'avançant, écartant les jambes pour bloquer le chemin de Damien vers la sortie. Je comprends que vous soyez frustré, mais nous ne pouvons pas encaisser n'importe quel bout de papier qui entre par cette porte. N'importe quel bout et papier, pas n'importe quel chèque, n'importe quel bout de papier. Sur le téléphone de Madame Tran, le titre de sa diffusion apparut « Ancien combattant humilié à la Banque nationale première ». 47 spectateurs devinrent 112. Les commentaires commencèrent à défiler. C'est dégoûtant. Prenez son numéro de badge. Filmez tout. Damien plongea la main dans sa veste. Un mouvement qui fit visiblement se crisper David, mais il en sortit seulement un portefeuille en cuir. Un cuir brun riche avec des renforts d'angles dorés. Le genre d'accessoire qui coûte plus cher que la plupart des mensualités de voiture. Les initiales DD y étaient gravées en lettres d'or. La richesse discrète de l'objet contrastait si violemment avec les vêtements simples de Damien que cela créa une microseconde de confusion sur le visage de David. C'était un détail qui ne cadrait pas avec le préjugé qu'il avait déjà solidement établi. Pour David, cet homme était une cime, plus case à cocher, problème potentiel, probablement sans ressources, facile à intimider et à renvoyer. Mais ce portefeuille, c'était une anomalie. Il le rejeta mentalement, le classant comme une contrefaçon, une tentative pathétique de paraître ce qu'il n'était pas. Cela renforça même sa conviction. Ce type était un imposteur du début à la fin. Pendant ce temps, le flux en direct de Madame Tran gagnait du terrain. L'algorithme de Facebook, friand de conflits et d'indignation, commençait à pousser la vidéo dans les fils d'actualité de personnes à travers Lyon, puis la France. Des partages commencèrent à apparaître. Un groupe de soutien aux vétérans, une association de lutte contre le racisme, des pages d'actualité locale. Chaque partage était comme une nouvelle goutte de carburant sur un feu naissant. Les spectateurs n'étaient plus passifs. Ils taguaient des amis, des journalistes, la page officielle de la Banque nationale première. Le petit acte de résistance de Madame Tran était en train de devenir une tempête numérique. Damien sentait les regards sur lui, mais il restait concentré. Il savait que le premier qui perdrait son sang-froid perdrait la bataille. Il laissa le silence s'installer, laissant les actions de David et Brigitte parler d'elles-mêmes. Il avait appris sur le terrain que le silence pouvait être une arme plus puissante que n'importe quel cri. Il laissait à ses adversaires tout le loisir de creuser leur propre tombe avec leurs paroles, leurs regards, leurs postures arrogantes. Chaque seconde qui passait, chaque commentaire qui défilait sur l'écran de Madame Tran, chaque client qui sortait son propre téléphone pour filmer, tout cela construisait son dossier. Il n'était plus seul face à 2 employés de banque. Il était le protagoniste silencieux d'une histoire qui se déroulait en temps réel devant des centaines, bientôt des milliers de juges. Il doit y avoir un malentendu, dit Damien. Sa voix resta égale, presque conversationnelle. C'est un chèque légitime du gouvernement. J'ai fait 3 missions à l'étranger. Ouais n'importe qui peut dire ça. La voix de Brigitte dégoulinait de scepticisme. Vous avez une pièce d'identité qui le prouve? Damien posa sa carte d'identité militaire sur le comptoir. Titulaire de la Croix de la valeur militaire, de la médaille militaire. La carte plastifiée brillait sous les néons comme un petit bouclier. David y jeta à peine un coup d'œil. Les cartes d'identité aussi, ça peut se falsifier. Derrière eux, la file d'attente s'allongeait. L'homme d'affaires en costume coûteux vérifia sa Rolex avec une irritation évidente. La jeune mère berçait son bébé qui pleurait, son regard allant de son téléphone à la confrontation qui se déroulait au comptoir. Le nombre de spectateurs de Madame Tran atteignit 312. Les commentaires s'enflant. Mayent. Appelez les infos, c'est du profilage racial. Que quelqu'un appelle la direction. Le téléphone de Damien vibra dans sa veste. Le message était bref. Réunion du conseil avancée à 16 heures. C'est toi qui vois. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une élégante Omega Seamaster qui capta la lumière quand il bougea. 15h04. Son pouce survola l'écran du téléphone un instant, avant qu'il ne le glisse à nouveau dans sa poche. Cette montre était un autre détail discordant, un autre grain de sable dans la machine bien huilée de leurs préjugés. Mais ni David ni Brigitte ne le remarquèrent, trop absorbés par leur propre performance d'autorité. Ils étaient tellement convaincus de leur bon droit qu'ils en devenaient aveugles aux signaux qui auraient dû les alerter. Un vétéran décoré, un portefeuille de luxe, une montre de prix,
un calme olympien face à une agression caractérisée. Les pièces du puzzle étaient là, mais il refusait de les as. Amblé, l'homme d'affaires, en revanche, avait tout vu. Son irritation initiale s'était transformée en une fascination glaciale. Il avait reconnu la montre. Il avait évalué la qualité du portefeuille. Il avait surtout reconnu le type de calme que l'on ne trouve que chez les hommes qui ont un pouvoir réel et qui n'ont pas besoin de l'exhiber. Il sortit discrètement son propre téléphone et commença à enregistrer, non pas pour les réseaux sociaux, mais pour ses propres archives. On ne sait jamais quand une telle démonstration de l'incompétence d'une institution financière pourrait être utile. Il comprenait le jeu de pouvoir qui se jouait, un jeu bien plus subtil que ce que les deux employés de banque pouvaient s'imaginer. Il ne s'agissait plus d'un simple chèque, mais d'un affrontement entre le pouvoir perçu et le pouvoir réel. Et l'homme d'affaires pariait en silence sur le vétéran. Damien, lui, continuait son évaluation. Il avait confirmé leur position, retranchés dans leur certitude, sourds à la raison, aveugles aux preuves. Il n'y avait plus rien à négocier. Il fallait passer à la phase suivante de son plan. La vibration de son téléphone n'était pas une distraction, mais un chronomètre. Il avait une fenêtre de tir. Il devait résoudre cette situation non seulement pour lui-même, mais pour l'exemple. Il savait que ce moment, cette interaction, était un symptôme d'une maladie plus profonde au sein de l'entreprise. C'était pour cela qu'il était là, en fin de compte. Pas pour encaisser un chèque, mais pour prendre le pouls de la réalité sur le terrain, loin des salles de conseil et des rapports édulcorés. « Je comprends que vous ne faites que votre travail, dit Damien à David, mais j'ai besoin que cette situation soit résolue. Et moi, je comprends que vous pensez avoir droit à un traitement de faveur. » La voix de David se faisait plus forte, attirant davantage l'attention. Mais c'est comme ça que les banques fonctionnent dans le monde réel. Le monde réel. Comme si Damien n'avait pas passé assez de temps dans le monde réel, à éviter les engins explosifs improvisés et à regarder des amis mourir dans des déserts étrangers. Brigitte se pencha en avant, sa voix portant jusqu'à la foule grandissante. On voit ça tout le temps. Des gens qui essaient d'encaisser de faux chèques avec de fausses cartes d'identité. C'est comme s'ils nous prenaient pour des idiots ou quelque chose comme ça. Des gens, pas des criminels, pas des fraudeurs, des gens. Madame Tran ajusta l'angle de son téléphone pour capturer à la fois Brigitte et David. Son direct avait atteint 543 spectateurs. Le hashtag HonteBNP commençait à apparaître dans les commentaires. « Madame » Damien s'adressa directement à Brigitte. « J'apprécierais que vous vous absteniez de faire des suppositions sur ma personne. Je ne fais pas de suppositions, je fais des observations. » Elle désigna ses vêtements civils, un jean, un t-shirt uni, des bottes de travail. « Vous entrez ici avec cette allure, enfin, avec l'allure que vous avez, avec un chèque suspect, et vous vous attendez à ce qu'on vous donne des milliers d'euros comme ça. L'allure que vous avez. » Les mots s'abattirent sur l'agence comme un brouillard épais et toxique. L'homme d'affaires dans la file d'attente sortit son propre téléphone et commença à enregistrer ouvertement. La jeune mère fit de même. En quelques secondes, plusieurs angles de vue capturaient chaque mot, chaque geste, chaque micro-expression. La mâchoire de Damien se contracta de manière presque imperceptible. Ses mains, toujours à plat sur le comptoir, s'appuyèrent juste une fraction plus fort, mais sa voix resta stable. « Plus que 43 minutes. » dit-il tranquillement, plus pour lui-même que pour quiconque. David fronça les sourcils. 43. Minutes avant quoi? Rien qui ne vous concerne, pour l'instant. La porte du bureau de la directrice de l'agence s'ouvrit avec une autorité délibérée. Angèle Legrand émergea comme un nuage d'orage, ses talons claquant sur le marbre en un staccato sec. Son tailleur pantalon était repassé avec une précision militaire, son expression taillée dans la pierre. Elle incarnait l'autorité corporate dans toute sa splendeur glaciale, une femme qui avait gravi les échelons, non pas grâce à l'empathie, mais grâce à une adhésion sans faille aux règles et à la hiérarchie. Elle ne voyait pas des clients, mais des transactions, pas des problèmes humains, mais des écarts par rapport au protocole. Son regard balayait la scène, non pas pour comprendre, mais pour identifier le coupable et rétablir l'ordre. Elle vit un homme noir en tenue de travail, 2 de ses employés sur la défensive, et une foule de clients avec des téléphones levés. Sa conclusion fut instantanée et sans appel. Le client était le problème. Elle n'avait pas besoin de plus d'informations. Son rôle était de protéger l'institution et par extension ses employés contre les éléments perturbateurs. L'idée que ses employés puissent être en faute ne lui effleura même pas l'esprit. C'était un angle mort systémique, une faille dans son armure de certitude managériale. Sa présence imposante changea immédiatement la dynamique.
David et Brigitte se redressèrent, se sentant validés et renforcés. La foule de clients sentit la tension monter d'un cran. C'était le boss final qui entrait en scène, le pouvoir incarné. Le drame venait d'atteindre son deuxième acte. Quelle est la situation ici? Sa voix trancha le murmure des spectateurs. David redressa sa cravate, paraissant soudain moins sûr de lui. « Madame la directrice, nous avons une situation de fraude potentielle. Cet individu tente d'encaisser ce qui semble être un faux chèque du gouvernement. Individu, pas client, pas ancien combattant. Individu. » Le direct de Madame Tran explosa à 1847 spectateurs. Les commentaires inondaient l'écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. C'est la France de 2024. Où sont les médias? Quelqu'un appelle le siège. Angèle Legrand tourna autour de Damien comme un prédateur évaluant sa proie. Ses yeux balayèrent ça sur ses bottes de travail, son t-shirt uni, s'attardant sur les morceaux de chèques déchirés éparpillés sur le comptoir. Elle ramassa l'un des fragments, l'examinant avec une suspicion théâtrale, s'assurant que toute l'audience improvisée puisse voir son expertise en action. C'était une performance destinée à réaffirmer son contrôle et à légitimer les actions de ses subordonnés. Elle était la gardienne des procédures, la protectrice de la forteresse financière. Ces chèques du gouvernement ont des caractéristiques de sécurité très spécifiques, annonça-t-elle. Il le dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Filigranesse, papier spécial, micro-impression. Ceci, dit-elle en brandissant le morceau déchiré, n'a pas l'air authentique. L'accusation frappa Damien comme une gifle, mais son expression resta inchangée. Autour d'eux, d'autres clients s'étaient rassemblés. Le rush bancaire de l'après-midi battait son plein, mais plus personne ne faisait d'affaires. Tout le monde regardait le spectacle. « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. » Les mots tombèrent comme un coup physique. L'homme d'affaires à la Rolex s'approcha, la caméra de son téléphone capturant la posture autoritaire d'Angèle. Une adolescente près du distributeur de billets lança son propre direct sur TikTok, chuchotant des commentaires à ses abonnés. « Je ne partirai pas tant que cela ne sera pas résolu correctement, » dit Damien. Angèle sourit, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. « Halle. Or je vais devoir appeler la police pour intrusion. » La menace plana dans l'air comme du gaz lacrymogène. Le téléphone de Madame Tran tremblait dans ses mains arthritiques alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Son direct était devenu une fenêtre sur quelque chose de laid. Quelque chose qui se passait en plein jour dans des endroits respectables, avec des sols en marbre et des caméras de sécurité. Un client âgé, d'origine maghrébine, prit la parole depuis la file d'attente. « Madame, ça ne me semble pas juste. Cet homme essaie juste d'encaisser son chèque. » Angèle se tourna vivement vers lui. « Monsieur, à moins que vous ne soyez impliqué dans cette transaction, je vous demanderai de vous occuper de vos affaires. » La femme du vieil homme tira sur sa manche, le faisant reculer. Mais leurs téléphones restèrent levés, enregistrant tout. « Thierry, » appela Angèle à l'agent de sécurité. « Veuillez escorter ce monsieur dehors. » TH. Thierry Leroy travaillait dans la sécurité bancaire depuis 12 ans. Il avait vu de nombreuses fraudes réelles, de nombreux vrais criminels. Cet homme n'était ni l'un ni l'autre. Mais son salaire venait de la Banque nationale première, pas de sa conscience. Sa radio grésillait avec les communications de routine des autres agents de sécurité de la ville. Problèmes normaux, journée normale. Ceci n'était pas normal. Il s'approcha lentement, la main posée sur sa radio. « Monsieur, vous avez entendu la directrice. » Maintenant, Damien était encerclé. Brigitte bloquait son chemin vers les guichets, les bras croisés triomphalement. David se tenait à sa gauche, sortant son téléphone pour documenter ce qu'il pensait probablement être une simple expulsion. Angèle se positionna derrière lui, coupant toute retraite. Thierry s'approcha par la droite, réticent mais obéissant. Le téléphone de Madame Tran captura l'angle parfait. 4 employés de banque, et encerclant un client comme des loups autour d'un cerf blessé. Son nombre de spectateurs atteignit 3200. Les commentaires devenaient une émeute numérique. C'est du profilage racial. Où est le siège? Quelqu'un appelle les médias. Une mère avec 2 jeunes enfants passa rapidement, protégeant leurs yeux de la confrontation. Mais même elle ralentit pour filmer avec son téléphone, ajoutant un autre angle au dossier numérique croissant. « Plus que 38 minutes, » murmura Damien en vérifiant à nouveau sa montre. L'Omega Seamaster brillait sous les néons, un détail que plusieurs spectateurs remarquèrent. Des commentaires commencèrent à apparaître. « C'est une montre à 5 000 €, quelque chose ne va pas ici. Pourquoi est-il si calme ?»« Avant quoi ?» exigea Angèle. « Vous nous menacez ? Je ne fais que noter l'heure. » Brigitte ricana. « Il a probablement un rendez-vous important.
comme un entretien d'embauche qu'il n'obtiendra jamais. La cruauté dans sa voix mit plusieurs clients visiblement mal à l'aise. La streameuse de TikTok eut un hoquet audible, oubliant de chuchoter. Les commentaires de ses abonnés explosèrent d'indignation. La jeune mère dans la file s'approcha, son bébé calme maintenant, sentant la tension. Elle tenait son téléphone haut, enregistrant tout. L'homme d'affaires fit de même. Le couple de personnes âgées, un étudiant avec ses manuels, un ouvrier du bâtiment encore en casque, plusieurs caméras, plusieurs angles, plusieurs témoins de ce qui allait se dérouler. Angèle sortit son propre téléphone. « J'appelle la police. C'est votre choix, dit Damien. » Sa voix portait une note étrange, pas de résignation, mais quelque chose de plus proche de l'anticipation. L'agence était tombée dans un silence inquiétant. Même les sons habituels, les clics de clavier, les sonneries de téléphone, le doux bourdonnement de la climatisation semblaient étouffés. Les seuls sons étaient le murmure silencieux des commentaires du direct et le bourdonnement lointain de la circulation du centre-ville de Lyon. Tout le monde regardait, tout le monde enregistrait. David tente d'affirmer une certaine autorité. « Écoutez, mon pote, vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne devraient se l'être. Partez, et personne ne sera blessé. Personne ne sera blessé. » Comme s'il s'agissait d'un braquage à main armée au lieu d'un homme essayant d'encaisser sa pension d'invalidité. Damien tourna son attention vers David pour la première fois. « Qui exactement pensez-vous va être blessé ici ?» Quelque chose dans son ton fit reculer David d'un demi-pas. Brigitte brisa la tension avec une bravade forcée. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment fonctionnent les vraies banques. Damien se tourna pour la regarder directement pour la première fois depuis qu'elle avait déchiré son chèque. Ses yeux étaient calmes, presque doux. « Vous avez tout à fait raison. Certaines personnes ne comprennent pas. » La façon dont il le dit fit reculer Brigitte. Il y avait quelque chose dans son expression. Pas de la colère, pas de la frustration, mais une sorte de certitude patiente qui lui donna la chair de poule. Le nombre de spectateurs de Madame Tran avait explosé au-delà de 4000. Les commentaires étaient une cascade d'indignation et de spéculation. C'est dégoûtant. Portez plainte. Partagez ça partout. Les comptes des nouvelles locales commençaient à reprendre le direct. Honte BNP était en tendance dans toute la ville. Angèle composa le 17, s'assurant que tout le monde pouvait la voir le faire. « Oui, j'ai besoin de la police à la Banque nationale première, rue de la République. Nous avons un individu qui refuse de quitter nos locaux. » Un individu, encore une fois. Le choix du mot ne passa inaperçu pour personne. « Ils seront là dès... » « En 10 minutes, annonça-t-elle comme si elle s'attendait à ce que Damien panique et s'enfuit. Au lieu de cela, il ouvrit son portefeuille en cuir avec une précision délibérée. Le mouvement était si contrôlé, si confiant, qu'il fit marquer une pause à tout le monde. Même Angèle arrêta de parler pour regarder. « Avant qu'il n'arrive, dit Damien, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il sortit une seule feuille de papier du portefeuille. Du papier épais, coûteux, le genre de papier sur lequel sont imprimés les documents importants. Il la posa face cachée sur le comptoir sans en révéler le contenu. Le papier resta là comme un pistolet chargé. « 34 minutes, dit-il tranquillement, vérifiant sa montre une dernière fois. Cette fois, personne ne demanda ce qu'il voulait dire. Le papier reposait sur le comptoir entre eux comme un défi, attendant de tout transformer. Au loin, les sirènes de la police commencèrent à retentir. Le papier reposait sur le comptoir comme un serpent endormi. Angèle le fixa, ses doigts manucurés flottant à quelques centimètres, au-dessus du papier coûteux. Autour d'eux, les caméras continuaient de tourner. Le direct Facebook de Madame Tran, le téléphone de l'homme d'affaires, le stream TikTok de l'adolescente, une demi-douzaine d'autres appareils capturant chaque instant. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» demanda Brigitte, sa voix plus aiguë que d'habitude, trahissant une nervosité qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. « Pourquoi ne le découvrez-vous pas vous-même » Le ton de Damien était conversationnel, presque amical. Le silence dans l'agence était devenu oppressant. Même les bruits de fond habituels, le ronronnement des ordinateurs, le murmure de la climatisation, le trafic lointain de la rue de la République semblaient étouffés, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Angèle saisit finalement le coin, du papier. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle le retournait. La couleur quitta son visage comme l'eau d'un barrage qui cède. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau sans qu'un son n'en sorte. L'entête la frappa comme un coup physique. Conseil d'administration, Banque nationale première. Le sceau officiel, gaufré en or, capta la lumière fluorescente, semblant pulser d'autorité.
Ce n'était pas une impression faite sur une imprimante domestique. C'était le vrai, l'authentique. Un papier filigrané qui coûtait plus cher la feuille que ce que Brigitte gagnait en 1 heure. David se pencha par-dessus son épaule pour lire. Sa réaction fut immédiate et physique. Il trébucha en arrière, heurtant un présentoir promotionnel pour des comptes d'épargne premium. Des brochures s'éparpillèrent, sur le sol en marbre comme des confettis, leurs promesses joyeuses de croissance financière semblant soudain obscènes. Quoi ? Brigitte arracha le papier des doigts inertes d'Angèle. Qu'est-ce que c'est que cette... Les mots moururent dans sa gorge comme un cri étranglé. Là, en texte noir et net qui semblait se graver dans ses rétines, Damien Dubois, directeur des risques et membre du conseil d'administration. Le silence s'étira comme une apnée. Le direct de Madame Tran avait atteint 8900 spectateurs. Les commentaires explosaient sur son écran plus vite qu'elle ne pouvait les suivre. Oh la vache, pas possible. Vous avez vu ça ? La foule numérique perdait la tête. Thierry, l'agent de sécurité, enleva sa casquette, sa main se mettant automatiquement au garde-à-vous. 12 ans de service militaire avant son travail à la banque. Certaines habitudes ont la vie dure. Il reconnaissait maintenant le port de tête, la confiance tranquille qu'il avait prise pour de l'entêtement. C'était la prestance d'un officier. L'autorité du commandement, l'homme d'affaires à la... Rolex murmura à la caméra de son téléphone. « Mesdames et messieurs, nous venons d'assister au plus grand retournement de situation de l'histoire de la banque. » Une femme près du distributeur se mit à rire, non pas d'amusement, mais avec la reconnaissance choquée d'une ironie si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Son rire fut contagieux, se propageant à travers la foule de clients comme des ondulations dans un étang. Angèle retrouva sa voix la première, bien qu'elle ne sortît que comme un croassement. Ça ne peut pas être vrai. Mais même en le disant, elle savait que c'était le cas. Le papier était réel, le gaufrage était réel, le filigrane était réel. L'horreur grandissante dans son estomac était définitivement réelle. Damien plongea à nouveau la main dans sa veste. Cette fois, personne n'était tendu. Cette fois, il regardait tous avec la fascination de personnes assistant à un accident de voiture au ralenti, horrifiés, mais incapables de détourner le regard. Il sortit une carte de visite, papier cartonné épais, lettrage en relief. Banque nationale première, Damien Dubois, directeur des risques. En dessous, un numéro de téléphone avec un indicatif de la région parisienne et une adresse e-mail se terminant par @bnpremière.com. N'hésitez pas à appeler pour vérifier, dit-il agréablement. La désinvolture de l'offre était en quelque sorte plus dévastatrice que n'importe quel cri ou menace n'aurait pu l'être. David fut le premier à craquer. Il se précipita vers Damien, son visage une caricature de servilité paniquée. « Monsieur Dubois, nous n'avions aucune idée, monsieur. Nous sommes sincèrement désolés. C'est un terrible malentendu. Nous... » Damien le coupa d'un geste de la main, un geste simple mais qui stoppa net le flot de paroles de David. Le silence revint, encore plus lourd qu'avant. Damien ne le regardait même pas. Ses yeux parcouraient lentement entre les visages de ses 3 juges. Angèle, figée dans une incrédulité horrifiée. Brigitte, dont le teint était passé du rose suffisant au blanc cireux. Et David, qui semblait sur le point de s'effondrer. C'était un moment de pur pouvoir, non pas hurlé depuis une estrade, mais exercé dans le calme absolu d'une agence bancaire, en plein après-midi. Le contraste entre le chaos des minutes précédentes et le calme glacial de l'instant présent était saisissant. Les sirènes de police, qui s'étaient rapprochées, semblaient maintenant s'éloigner, comme si même les forces de l'ordre sentaient que leur intervention n'était plus nécessaire, que la justice, d'une autre nature, était déjà en train d'être rendue. David craqua le premier. « Nous n'avions aucune idée, monsieur. Nous n'avions aucune idée que vous étiez... »« Quoi ? Noir ?» La voix de Damien resta calme, mais le mot atterrit comme un coup de poing. « Où vouliez-vous dire que vous n'aviez pas ? Y ai-je aucune idée que j'étais quelqu'un d'important ?» La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un incendie qui commençait à peine à les consumer. Les caméras capturèrent chaque micro-expression, chaque mouvement inconfortable, chaque moment de l'horreur naissante sur les visages d'Angèle, de David et de Brigitte. Le nombre d'abonnés de la streameuse de TikTok était passé à 12 000. Son commentaire chuchoté, à bout de souffle, mêlant excitation et incrédulité. Un ouvrier du bâtiment dans la file d'attente retira son casque et secoua la tête. « Putain !» marmonna-t-il à la caméra de son téléphone. « C'est meilleur que n'importe quel film. » L'étudiante avec ses manuels tapait frénétiquement sur son téléphone.
postant probablement sur toutes les plateformes de médias sociaux qu'elle pouvait trouver. Ses doigts bougeaient comme des éclairs sur l'écran. Damien sortit son téléphone, non pas avec frénésie, non pas avec urgence, mais et avec le calme mesuré de quelqu'un qui avait toujours su que ce moment viendrait. Il composa un numéro de mémoire, ses mouvements précis et sans hâte. Le téléphone sonna à peine une fois avant qu'une voix vive ne réponde. Patricia Moreau, directrice régionale. Le nom envoya une autre vague de reconnaissance parmi les employés de la banque. Patricia Moreau n'était pas n'importe quelle directrice régionale. C'était la Patricia Moreau, la femme qui décidait quelles agences restaient ouvertes et lesquelles fermaient. Damien mit l'appel sur haut-parleur. Le son résonna dans l'agence soudainement silencieuse comme la voix du jugement lui-même. « Patricia, c'est Damien. Je suis dans l'agence 447, rue de la République. » Même à travers le haut-parleur du téléphone, la voix de Moreau portait autorité et une chaleur sincère. « Damien, comment se passe l'étude de terrain? Tu obtiens de bonnes données sur les protocoles de service client ?» Les mots frappèrent les employés de la banque comme des coups physiques. Angèle chancela littéralement, s'agrippant au comptoir pour se soutenir. Le visage de David devint cendré, la sueur perlant sur son front, malgré la climatisation. Brigitte s'effondra sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient complètement lâchée. Étude de terrain, protocole de service client. Les implications s'abattirent sur eux comme un tsunami. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas accidentel, c'était planifié, orchestré, conçu. Ils n'avaient pas seulement discriminé un client au hasard, ils avaient discriminé quelqu'un qui étudiait spécifiquement la discrimination. Très instructif, dit Damien. Je pense qu'il est temps de mettre en œuvre le protocole 7. Une pause. Quand Moreau parla à nouveau, sa voix était tranchante, professionnelle, mortellement sérieuse. Confirmé, mise en œuvre immédiate. As-tu besoin de moi sur place? Ce serait utile. Et Patricia, amène l'hélicoptère. L'hélicoptère? Parce que lorsque vous êtes membre du conseil d'administration d'une grande banque, vous ne restez pas coincé dans les embouteillages de Lyon. Vous prenez l'hélicoptère. ETA 12 minutes. L'appel se termina. L'agence resta figée dans un tableau vivant. Des employés paralysés par l'ampleur de leur erreur, des clients enregistrant chaque seconde. Le poids de la prise de conscience s'installant sur tout le monde comme une lourde couverture. Le nombre de spectateurs de Madame Tran avait explosé au-delà de 15 000. Le hashtag BNP Retournement était en tendance nationale. Les chaînes d'information commençaient à reprendre l'histoire en temps réel. Ce n'était plus une histoire locale. Ça devenait national, voire international. Le vieil homme qui avait essayé de défendre Damien plus tôt s'avança. « Jeune homme, dit-il à Damien, je veux vous serrer la main. » Ils se serrèrent brièvement la main, un moment de solidarité capturé par des dizaines de caméras. La femme de l'homme pleurait, non pas de tristesse, mais d'une sorte de joie féroce que la justice soit enfin rendue. Angèle tenta désespérément de sauver quelque chose de l'épave. « Monsieur Dubois, monsieur, nous ne faisions que suivre le protocole. Nous devons être prudents avec... »« Avec quoi ?» interrompit Damien, sa voix toujours calme, mais portant maintenant une pointe d'acier. « Avec les anciens combattants noirs? Avec les gens qui ne ressemblent pas à vos clients habituels? Avec les individus, c'est le mot que vous n'arrêtez pas d'utiliser. Les individus qui ne correspondent pas à vos standards visuels de crédibilité financière. Chaque question était une incision de scalpel précise et dévastatrice. La foule des clients murmura son approbation, certains applaudissant même. Brigitte retrouva sa voix, bien qu'elle sortît petite et brisée. On ne savait pas. Vous ne saviez pas quoi? Que j'étais quelqu'un d'important, que j'avais du pouvoir. Damien s'approcha du comptoir, sa présence remplissant soudainement l'espace comme un gaz en expansion. Ou vous ne saviez pas que chaque personne qui franchit cette porte mérite une dignité humaine de base, quel que soit son titre ou le solde de son compte en banque? La vérité de cette affirmation était indéniable, dévastatrice dans sa simplicité. Le TikTok de l'adolescente avait atteint 18 000 spectateurs. Les commentaires affluaient de tout le pays. C'est tout ce qu'on aime, justice servie froide. Meilleur retournement de situation de tous les temps. Je pleure littéralement. Cet homme est une légende. Dehors, le son distinctif des roteurs d'hélicoptères commença à vrombir au loin. Les clients se pressèrent contre les fenêtres, les téléphones toujours en train d'enregistrer. L'homme d'affaires diffusait en direct sur son LinkedIn, narrant la scène comme un commentateur sportif appelant le match du siècle. David tente désespérément de remonter la pente. « Monsieur, si nous avions su qui vous étiez... » « C'est exactement ça le problème, le coupa Damien. Vous traitez les gens différemment en fonction de qui vous pensez qu'ils sont.
Un ancien combattant noir avec un chèque du gouvernement est suspect. Un homme d'affaires blanc avec le même chèque se verrait offrir un café et des conseils en investissement. L'exactitude de la déclaration était dévastatrice. Plusieurs clients hochèrent Badara la tête, reconnaissant la vérité de leurs propres expériences. Le téléphone d'Angèle vibra frénétiquement. SMS, appel manqué, notification. L'équipe de communication de l'entreprise était probablement en mode de crise totale. Le cours de l'action fluctuait probablement. Des réunions d'urgence étaient la masse convoquées. Une camionnette de presse se gara à l'extérieur, puis une autre, des journalistes couraient littéralement vers le bâtiment, caméras à la main. L'histoire se propageait plus vite qu'un feu de forêt, porté par des milliers de directs et de publications sur les réseaux sociaux. 23 minutes, dit Damien en regardant à nouveau sa montre. Cette fois, ils savaient tous ce qu'ils voulaient dire. 23 minutes depuis que Brigitte avait déchiré son chèque. 23 minutes depuis qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur carrière. 23 minutes depuis qu'ils avaient créé un moment viral qui les suivrait pour le reste de leur vie. Le bruit de l'hélicoptère devenait de plus en plus fort, plus distinct. À travers les portes vitrées, ils pouvaient se voir des gens sur le trottoir pointer le ciel, leur propre téléphone sorti pour capturer le spectacle. Damien se pencha sur le comptoir et rassembla soigneusement les morceaux déchirés de son chèque. « Il me faudra du ruban adhésif, » dit-il agréablement. « C'était ou jour un document gouvernemental légitime, quel que soit son état actuel. » Brigitte chercha le dévidoir de ruban adhésif avec des mains tremblantes. Ses ongles manucurés, qui avaient semblé si importants il y a 1 heure, paraissaient maintenant ridicules, frivoles. Le direct Facebook de Madame Tran était devenu un rendez-vous incontournable pour quiconque s'intéressait à la justice, au karma ou simplement à une très bonne histoire. Sa section de commentaires était une célébration numérique. Voilà à quoi ressemble le pouvoir. L'intelligence plutôt que la violence. La meilleure chose que j'ai vue de toute l'année. Partagez ça partout. L'ouvrier du bâtiment expliquait la situation à ses propres abonnés. « Les gars, ce mec vient de jouer aux échecs pendant qu'il jouait aux dames. C'est comme ça qu'on gère la discrimination, avec classe. » À travers les portes vitrées, ils purent revoir Patricia Moreau sortir d'un SUV noir, flat, enqué de 2 cadres, en costume coûteux. Elle se déplaçait avec détermination, son expression sombre. Derrière elle, l'hélicoptère se posait sur le parking de la banque, ses rotors créant une pulsation rythmique qui semblait correspondre au battement de cœur collectif de tout le monde dans l'agence. « Que le spectacle commence !» dit Damien tranquillement. Mais il ne parlait pas aux employés de la banque, il parlait aux caméras. Patricia Moreau entra dans la Banque nationale première comme un général prenant le commandement d'un champ de bataille. Ses talons Louis Vuitton claquaient sur le marbre avec une précision militaire. Derrière elle, 2 cadres en costume à 1 000 € flanquèrent ses mouvements, le directeur de la communication, Jean-Luc Moreau, et la conseillère juridique, Sophie Marchand. Les rotors de l'hélicoptère ralentissaient encore à l'extérieur, attirant des foules de badauds qui se pressaient contre les vitres avec leur téléphone. Le direct de Madame Tran avait explosé à 22 000 spectateurs. Le hashtag CriseBNP était en tendance nationale. Monsieur Dubois. La voix de Moreau trancha l'air de l'agence comme une lame. « Je suis venu dès que vous avez appelé. » Angèle, David et Brigitte se tenaient figés dans un tableau de terreur d'entreprise. Thierry s'était positionné près de la porte, ne sachant s'il devait empêcher les gens d'entrer ou de sortir. Le bourdonnement de la climatisation était le seul son dans l'agence soudainement silencieuse. Damien se redressa, son comportement passant de celui d'un client lésé à celui d'un membre du conseil d'administration en un instant. La transformation était subtile, mais indubitable. Sa posture changea. Sa voix portait une nouvelle autorité. Toute sa présence s'étendit pour remplir l'espace. « Patricia, merci d'être venue. Je menais une étude de terrain sur les schémas de discrimination dans nos agences, Est du Sud-Est. » Les yeux de Moreau balayèrent la scène, les morceaux de chèques déchirés encore éparpillés sur le comptoir, les employés terrifiés, la foule de clients en train de filmer. Son expression s'assombrit à chaque détail qu'elle absorbait. « Et qu'avez-vous découvert ? Des problèmes systémiques importants. » Damien sortit une tablette de son portefeuille, faisant défiler des feuilles de calcul et des graphiques de données. L'appareil était clairement un modèle haut de gamme fourni par l'entreprise, chargé de logiciels bancaires propriétaires auxquels seuls les membres du conseil d'administration pouvaient accéder. Au cours des 8 derniers 6 mois, j'ai documenté des incidents de discrimination dans 47 agences. Les chiffres apparurent monter sur son écran avec une clarté dévastatrice. Chaque statistique était un clou dans le cercueil de la carrière d'Angèle.
Taux de rétention des clients d'origine africaine en baisse de 34% ce très haut. Imestre. Ratio de plaintes dans les agences du Sud-Est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Cet emplacement, l'agence 447, se classe au dernier rang de la région. Moreau absorba les données avec une efficacité professionnelle, son œil exercé reconnaissant immédiatement les implications. Exposition juridique, 12,7 millions d'euros dans des procès pour discrimination en cours. Violation bancaire fédérale en vertu du règlement B. Loi sur l'égalité des chances en matière de crédit. Spécifiquement la section 12.4 concernant les pratiques discriminatoires interdites. Sanction potentielle de l'ACPR en vertu de l'article 8 de la loi bancaire. La précision juridique était chirurgicale. Sophie Marchand, la conseillère juridique, tapait frénétiquement des notes sur son téléphone, calculant déjà des stratégies de défense et des fourchettes de règlement. Jean-Luc Moreau semblait calculer les impacts sur le cours de l'acte, Ion en temps réel, son visage devenant plus pâle à chaque chiffre. Angèle retrouva sa voix, bien qu'elle ne sortît que comme un murmure désespéré. Nous ne faisions que suivre les protocoles standards de prévention de la fraude. Les protocoles ? La voix de Damien resta calme, mais portait une nouvelle autorité qui fit même prêter une plus grande attention à Moreau. Laissez-moi vous lire la section 3.7 du manuel de l'employé de la Banque nationale première, le manuel que j'ai aidé à réviser l'année dernière. Il fit défiler un autre écran, l'entête officielle de l'entreprise visible en haut. Tout employé qui adopte un comportement discriminatoire envers les clients en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur statut militaire ou de leur statut socio-économique perçu fera l'objet d'un licenciement immédiat, sans indemnité, ni maintien des avantages sociaux. Les mots tombèrent comme des pierres individuelles dans un « i-o calme », créant des ondes de prise de conscience dans toute l'agence. Plusieurs clients hochèrent la tête d'un air sombre, reconnaissant la gravité de la situation. David s'avança, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation agressive. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avions aucun moyen de savoir. » De savoir quoi? Que j'étais important? La question de Damien resta suspendue dans l'air comme un défi. David Martin, matricule 4471, embauché il y a 18 mois, promu directeur adjoint malgré 3 plaintes de clients concernant des problèmes d'attitude avec des clients issus de minorités. Le visage de David devint blanc. Moreau prenait des notes détaillées sur son téléphone, rédigeant probablement déjà sa lettre de licenciement. Les plaintes provenaient de clients d'origines ethniques différentes, de milieux économiques différents, mais avec un point commun, ils étaient tous des clients non blas, NDS qui s'étaient sentis traités avec un manque de respect lors de transactions de routine. Damien fit glisser l'écran vers un autre profil. Brigitte Fournier, matricule 7823. 2 incidents de comportement discriminatoire antérieurs documentés dans son dossier. Une plainte officielle d'une femme hispanique âgée concernant un traitement suspect de son chèque de pension. Une autre d'un jeune père noir essayant d'ouvrir un compte d'épargne pour sa fille. Les mains de Brigitte tremblaient alors qu'elle s'agrippait à sa chaise. La streameuse de TikTok capture parfaitement sa réaction, chuchotant à ses 25 000 abonnés. Elle est sur le point de se faire virer en direct à la télé. Les amis. L'expression de Moreau devint glaciale alors qu'elle absorbait le schéma de comportement. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une discrimination systémique avec un historique documenté. Monsieur Dubois, quelle est votre recommandation? 2 options. La voix de Damien portait le poids d'une autorité absolue, celle qui vient d'un pouvoir authentique plutôt que d'une position d'emprunt. Mesure corrective immédiate avec une réforme systémique complète, où je recommande la fermeture définitive de cette agence. L'ultimatum résonna dans les halls de marbre comme une sentence de mort. Angèle haleta de façon audible, sa main volant à sa gorge. Les chiffres ne mentent pas, Patricia. Cette agence traite 47 millions de transactions mensuelles. Une marge bénéficiaire moyenne de 2,3% nous donne environ 1,08 million de bénéfices mensuels. Mais mon réseau de clients vétérans représente à lui seul 8,3 millions de dépôts. Moreau hochait la tête, suivant la logique financière avec une aisance professionnelle. Nous avons documenté que les incidents de discrimination viraux entraînent en moyenne une perte de valeur boursière de 2,1 millions en 48 heures. L'engagement Actu, elle sur les réseaux sociaux, suggère que cet incident dépassera largement ce seuil. Le direct de Madame Tran approchait maintenant les 30 000 spectateurs. Les camionnettes des chaînes d'information remplissèrent le parking comme un cirque médiatique. L'histoire se propageait à l'international. Karma bancaire était en tendance dans 12 pays.
Moreau se tourna vers Angèle avec la précision d'un scalpel. « Mademoiselle Legrand, expliquez-moi comment cette situation a pu se produire. » Angèle balbutia, sa voix se brisant sous la pression. Le chèque avait l'air suspect. Le client n'avait pas l'air de quelqu'un qui aurait un chèque du gouvernement pour ce montant. Arrêtez. La voix de Moreau était de glace. Le client n'avait pas l'air de quelqu'un. Clarifiez cette déclaration. La question exposa tout, mettant à nu le préjugé inconscient qui avait motivé toute la confrontation. La bouche d'Angèle s'ouvrit et se ferma sans un son, comme un poisson cherchant de l'air. Damien intervint avec un calme dévastateur. « Ce qu'elle veut dire, Patricia, c'est que je n'avais pas l'air assez blanc, assez riche ou assez respectable pour mériter un service client de base. » L'honnêteté brutale de la déclaration se répercuta dans toute l'agence. Plusieurs clients applaudirent spontanément. L'ouvrier du bâtiment cria « Dis-leur la vérité, mon frère !» Moreau sortit son téléphone avec l'efficacité de quelqu'un habitué à prendre rapidement des décisions qui changent des vies. « Jean-Luc, rédigez des lettres de licenciement immédiates pour les matricules 7823 et 4471. Mademoiselle Legrand sera rétrogradée au poste de guichetière débutante avec effet immédiat, en attendant l'achèvement d'une formation obligatoire sur les préjugés. « Madame, s'il vous plaît, » commença Brigitte, sa voix petite et brisée. « Vous avez déchiré le chèque gouvernemental d'un membre du conseil. Il d'administration en direct à la télévision, » dit Moreau platement. « Vous avez de la chance que nous ne portions pas plainte pour destruction de biens publics, en vertu du code pénal. » Le poids juridique de cette déclaration frappa tout le monde simultanément. Sophie Marchand hocha la tête d'un air sombre, recherchant déjà des précédents sur son téléphone. La foule des clients murmura son approbation face à la justice rapide qui était rendue. « Mais il ne s'agit pas seulement de punition, » continua Damien, sa voix portant le ton de quelqu'un qui comprenait qu'un véritable changement exigeait plus que de simples conséquences. Il s'agit de transformation. Il fit glisser l'écran de sa tablette vers une autre page, révélant une proposition de réforme complète. « Je mets en place le protocole dignité dans toutes les agences de la Banque nationale première. Chaque interaction client sera enregistrée et examinée par des systèmes d'analyse à l'émet, fantés par l'intelligence artificielle qui signale les schémas de langage discriminatoires. » Moreau étudia la proposition avec l'attention qu'elle méritait. Calendrier et budget, 60 jours pour une mise en œuvre complète. Coût estimé à 4,2 millions d'euros. Formation mensuelle obligatoire sur les préjugés pour tous les employés en contact avec la clientèle, dispensée par des consultants externes en diversité. Une application de signalement anonyme, Parole libre première, sera lancée la semaine prochaine avec une remontée directe au niveau du conseil d'administration. L'homme d'affaires à la Rolex diffusait en direct l'intégralité de l'échange sur son réseau LinkedIn, fournissant des commentaires en continu. C'est ainsi que la responsabilité d'entreprise devrait fonctionner. De vraies conséquences, un vrai changement systémique, pas seulement des excuses vides de sens. La machine d'entreprise se mit en marche avec une précision chirurgicale. En 30 minutes, la Banque nationale première était passée d'une scène de discrimination à une masterclass en matière de responsabilité institutionnelle. Moreau coordonna la réponse immédiate avec une efficacité militaire. La sécurité escorta Brigitte et David hors des lieux, leurs badges d'employés rendus, leurs effets personnels emballés à la hâte dans des boîtes en carton. Le symbolisme n'échappa pas à la foule restante. Justice rendue rapidement et publiquement. Angèle se tenait, pâle et secouée, près du bureau du service clientèle, serrant un dossier contenant ses papiers de rétrogradation. Les clés de son bureau d'angle avaient déjà été remises à l'assistant de Moreau. Mademoiselle Legrand lui adressa Moreau avec un détachement clinique. « Vous vous présenterez à notre centre de formation lundi matin. Éducation obligatoire sur les préjugés, réhabilitation du service à la clientèle et supervision probatoire. Considérez-vous comme chanceuse. » La streameuse de TikTok captura le hochement de tête docile d'Angèle, chuchotant à ses 32 000 abonnés « C'est ça, la responsabilité en temps réel. » Damien plaça soigneusement son chèque reconstitué sur le comptoir. Le ruban adhésif maintenait les morceaux ensemble comme des cicatrices, un rappel visible de ce qui s'était passé. « J'aimerais faire ce dépôt maintenant. » Moreau traita personnellement la transaction, ses doigts se déplaçant sur le terminal informatique abandonné de Brigitte avec une efficacité professionnelle. Le dépôt se fit sans problème, 3 847 € sur le compte de Damien, la même transaction qui avait déclenché toute cette confrontation. Monsieur Dubois,
Au nom du conseil d'administration de la Banque nationale première, je vous présente mes excuses officielles pour ce traitement inadmissible. Les excuses furent capturées par des dizaines de caméras, diffusées en direct à des centaines de milliers de téléspectateurs, eurent sur de multiples plateformes. Le direct de Madame Tran était devenu la plaque tournante de l'histoire. Sa section de commentaires était inondée de réactions du monde entier. « Excuses acceptées », répondit Damien. « Mais les excuses ne changent pas les systèmes. Les actions, si. » Moreau hocha la tête vivement. « Le protocole d'unité reçoit l'autorisation complète du Conseil. La mise en œuvre commence immédiatement. » Elle se tourna pour s'adresser directement à la foule de clients et de caméras. La Banque nationale première s'engage à une réforme complète. Chaque agence installera des systèmes d'enregistrement dans les 60 jours. La formation mensuelle sur les préjugés devient obligatoire. Les plaintes des clients déclencheront un examen immédiat par la direction. Jean-Luc Moreau s'avança. Sa formation en communication était évidente dans son ton mesuré. « Nous établissons la norme Dubois, nommée d'après M. Dubois, exige en que chaque client reçoive un traitement identique, indépendamment de son apparence, de sa richesse perçue ou de ses origines. » Le nom avait du poids, honorant l'homme qui avait exposé leurs échecs tout en créant un changement durable. Plusieurs clients applaudirent le geste. Damien sortit à nouveau sa tablette, affichant des graphiques de mise en œuvre détaillés. L'application de signalement anonyme sera lancée la semaine prochaine. Les clients pourront signaler les incidents de discrimination directement à la direction de l'entreprise. Chaque plainte fera l'objet d'un examen au niveau du conseil. Sophie Marchand, la conseillère juridique, ajouta sa contribution. Nous nous associons au CRAN et à l'Office national des anciens combattants pour établir des comités de surveillance, un audit par des tiers chaque trimestre, une transparence totale de nos indicateurs de diversité. L'ouvrier du bâtiment leva son téléphone plus haut, diffusant les annonces à ses abonnés. Vous voyez ça, les gars? C'est comme ça qu'on crée un vrai changement. Pas seulement en virant des gens, en changeant tout le putain de système. Moreau vérifia sa montre. Monsieur Dubois, la réunion du conseil a été reportée. Ceci était plus important. Sa réponse portait l'autorité tranquille de quelqu'un dont les priorités s'alignaient sur la justice plutôt que sur la commodité. La foule commença à se disperser à la fin du drame immédiat, mais les caméras continuèrent de tourner. Madame Tran resta à son poste, documentant chaque détail pour son public investi. Une jeune femme noire s'approcha timidement de Damien. « Monsieur, je travaille au Crédit Agricole un peu plus loin. On voit ce genre de choses tout le temps. Peut-être que d'autres banques ont besoin de voir ce que vous avez fait ici. » Damien sourit, la première chaleur sincère qu'il avait montrée de tout l'après-midi. Le changement se propage quand les gens l'exigent. Documentez tout. Partagez vos histoires. Rendez-le impossible à ignorer. L'adolescente avec le direct TikTok hocha la tête avec enthousiasme. Ça devient viral partout. Protocole d'unité est en tendance mondiale. Moreau coordonnait les derniers détails avec son équipe. Appels téléphoniques et messages fusaient, alors que la machine de réponse de l'entreprise atteignait son efficacité maximale. Le cours de l'action avait en fait augmenté de 3%. Les investisseurs appréciaient apparemment les mesures de responsabilisation proactive. Un ancien combattant âgé de la foule s'avança, son béret de la guerre d'Algérie visible sous les néons. « Mon fils, vous avez fait quelque chose d'important aujourd'hui. Vous leur avez montré que nous comptons. » Ils se serrèrent la main brièvement, un moment de solidarité capturé par plusieurs caméras. Le geste incarnait tout ce que la journée avait accompli. Respect, dignité, reconnaissance. Moreau s'adressa une dernière fois à la foule restante. La Banque nationale première a échoué aujourd'hui, mais l'échec peut devenir le fondement de meilleurs systèmes. Nous nous engageons à regagner votre confiance par des actions, pas par des mots. Le poste de directeur d'agence resterait vacant en attendant une recherche à l'échelle nationale, avec la diversité et la sensibilité culturelle comme qualification principale. Toute la région du Sud-Est ferait l'objet d'un examen immédiat. Thierry, l'agent de sécurité, s'approcha de Damien alors que la foule se dispersait. « Monsieur, je veux m'excuser. J'aurais dû dire quelque chose. » « Vous étiez dans une position impossible, » répondit Damien. « Mais la prochaine fois, souvenez-vous que faire ce qui est juste est plus important que de suivre les ordres. » La conversation fut brève mais significative. Un autre exemple des leçons plus longues. Jet de la journée sur le courage et la conscience. Alors que les équipes de presse remballaient leur matériel et que les derniers clients terminaient leurs transactions, l'agence s'installa dans un calme inhabituel. Les sols en marbre brillaient sous les néons. Mais l'atmosphère avait fondamentalement changé.
Moreau serra formellement la main de Damien. « L'hélicoptère attend. Rentrons-nous au siège. » Dans un instant, Damien inspecta l'agence une dernière fois, contemplant la scène de la transformation. « Patricia, assurez-vous que les enregistrements des événements d'aujourd'hui deviennent un visionnage obligatoire pour tous les employés, non pas comme une punition, mais comme une éducation. » Elle hocha la tête en signe d'approbation. « Déjà organisée, cela devient notre étude de cas sur la façon dont la discrimination nuit à tout le monde. Clients, employés, actionnaires, société. » L'homme d'affaires à la Rolex s'approcha d'eux, avant de partir. « Monsieur Dubois, je partage cette histoire avec tout mon réseau. Ce que vous avez accompli ici aujourd'hui, c'est du leadership. » Alors que l'agence reprenait ses activités normales avec du personnel temporaire, l'impact des événements de la journée continuait de se propager à travers les médias sociaux, la couverture médiatique et le bouche à oreille. Le chèque déchiré avait été déposé avec succès. Les employés discriminatoires devaient en subir les conséquences. Le système lui-même était en cours de reconstruction. L'intelligence avait triomphé de l'ignorance. La préparation avait vaincu les préjugés, et le pouvoir tranquille avait accompli plus que n'importe quel procès n'aurait pu le faire. 6 mois plus tard, la transformation était indéniable. La vidéo en direct de Madame Trent sur Facebook avait atteint 2,3 millions de vues, devenant une référence virale pour les discussions sur la discrimination, la dignité et le changement systémique. Son simple acte de documenter l'injustice avait déclenché une conversation nationale qui s'étendait bien au-delà du secteur bancaire. Le PLAHO, protocole dignité, avait été adopté par 12 grandes institutions financières à travers le pays. Ce qui avait commencé comme la réponse de crise de la Banque nationale première était devenu une norme de l'industrie, prouvant que le courage d'une seule personne pouvait créer des vagues de transformation institutionnelle. Damien devint le conférencier principal du sommet national sur la diversité bancaire, où il partagea la scène avec des leaders des droits civiques et des dirigeants d'entreprises. Son message restait constant. L'intelligence et la préparation l'emportent toujours sur l'ignorance et les préjugés. L'étude de cas de HEC Paris intitulée « L'incident du bois », de la crise au changement culturel, devint une lecture obligatoire pour les étudiants en MBA, étudiant la responsabilité d'entreprise et la gestion de crise. L'histoire était devenue un outil pédagogique pour comprendre comment les actions individuelles peuvent entraîner une réforme systémique. Les plaintes pour discrimination à la Banque nationale première chutèrent de 78% dans les trimestres suivants. Les scores de satisfaction client atteignirent des sommets historiques. Le cours de l'action se stabilisa à 15% au-dessus des niveaux d'avant l'incident, les investisseurs reconnaissant la valeur des mesures de responsabilisation proactive. L'agence 447 de la rue de la République devint un lieu de pèlerinage improbable. Les clients demandaient spécifiquement à y faire leurs affaires, voulant découvrir le lieu où le pouvoir tranquille avait vaincu les préjugés bruyants. L'agence se classait constamment parmi les meilleurs en termes de service à la clientèle. Le licenciement de Brigitte Fournier fut intégré au programme de formation de la Banque nationale première, non pas comme une humiliation, mais comme une illustration de la manière dont les préjugés inconscients détruisent